avec le porno. Il y a des difficultés de concentration, surtout pour les jeunes à l'école, troubles de l'humeur, baisse de motivation, insomnie quelque chose qui est vraiment déprimant pour les jeunes, c'est des fantasmes de porno continuels. Ils ne peuvent pas s'arrêter de penser à ce genre de choses parce que pendant cette période d'adolescence, le cerveau est très malléable. Bonjour, bienvenue Mary Sharp et Patrick Pazin. Voilà, Patrick Pazin, Talma Studio, Novimandi, etc. On ne le présente plus. Je vous reçois tous les deux et j'en suis ravie pour parler des ravages du porno sur les cerveaux, sur le cerveau des ados et pas seulement. Patrick Pazin, est-ce qu'on se vous voit tous ou on se tutoie? Ah bah, on continue comme d'habitude, on se tutoie. On se tutoie. Mary a demandé le tutoiement à l'anglo-saxonne, on va dire ça comme ça. Mary Sharp est avocate, mais pas seulement. Elle est directrice générale de Reward Foundation, c'est bien ça? Oui, oui, c'est C'est Reward Foundation, c'est ça. Oui. exactement. Et Patrick est son éditeur. Ce livre est un succès dans les pays étrangers. Il va déferler sur la France. Il a été traduit dans de multiples langues étrangères. Euh, une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole à l'homme, Patrick, qui va nous présenter, nous dire pourquoi il a accepté de publier ce livre précieux. D'accord. Merci Stéphanie pour l'invitation. Alors, c'est très étonnant, en fait, le livre n'avait pas trouvé d'éditeur pour la langue française alors qu'il est déjà traduit dans une vingtaine de langues. Et quand je l'ai reçu, d'abord, je n'imaginais pas que la pornographie était un tel problème de société. Et donc, après l'avoir lu, j'ai dit effectivement, il fallait absolument le publier car en fait, c'est tirer une sonnette d'alarme pour les parents, pour les adolescents, pour l'éducation nationale, la santé publique, parce que les conséquences, en fait, sont terribles. Enfin, Mary nous en parlera Mm, plus longtemps, mais les conséquences sur la société sont inimaginables. C'est-à-dire que, notamment au moment de l'adolescence, où se forme la relation à l'autre, globalement, la relation en société, en fait, nous découvrons qu'en fait, des enfants commencent à regarder des scènes pornographiques dès l'âge de 8 ans. Donc c'est juste impensable, enfin, dès qu'ils ont un portable. Dans quel Et cadre? À l'école? à l'école, ça commence souvent à l'école, et parce qu'il y a des frères plus grands, etc., donc où ils tombent parfois dessus, hein, tout simplement. Mm, Et ça a des conséquences terribles dans les cours et puis surtout sur les jeunes. Mais nous en parlerons plus longuement, mais bien pas sûr. uniquement sur les enfants et les adolescents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que 100% des garçons de 18 ans ont au moins ont déjà regardé du porno en ligne. 100% des garçons. C'est énorme. Et Et Mary ça augmente Sharp, pour les filles. Et ça augmente pour les filles. ça augmente pour les filles, d'accord. C'est un peu comme la cigarette, quoi, quand les femmes se sont mises à fumer. C'est un peu pareil. C'est ça. Imitation des garçons. Et Mary Sharp, vous êtes avocate, mais pas seulement, et vous êtes passionnée par les pouvoirs de l'esprit. Est-ce que c'est ça qui vous a amené justement à écrire cet ouvrage sur les ravages sur le cerveau, finalement, du porno? Oui, oui, le cerveau et l'esprit, c'est la chose la plus importante pour développer la personne, ses valeurs, et comment devenir un bon être humain. Euh, mais le problème avec le porno et tout genre d'addiction en ligne, Mhm. et ailleurs, bien sûr, les drogues, etc., c'est que ça diminue la personne. Ça devient un genre d'esclavement et on n'a plus le libre arbitre de faire ce qu'on veut faire vraiment.
Vous démontrez dans ce livre que ça, les ravages, ils sont à la fois physiques et psychologiques. Vous le démontrez de manière assez précise. Vous pourriez nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne Oui. bien? Oui. D'abord, je dois dire Hmm. que j'ai contribué à ce livre. L'écrivain, c'était Gary Wilson qui malheureusement est décédé en 2021. Mais j'étais là depuis le début et j'ai contribué. Mhm. OK, les conséquences pour l'usager, il y a une perte de contrôle de l'usage. On développe une tolérance, c'est-à-dire il faut avoir plus de stimulation. Dans le cadre de drogue, ça veut dire quelque chose de plus intense et plus de héroïne, cocaïne, etc. Mais avec le porno, c'est quelque chose plus intense du point de vue de genre, Mhm. c'est-à-dire des partenaires multiples, violence, euh, 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 sexe avec des enfants, sexe avec des animaux. C'est quelque chose de plus intense pour rendre capable l'usager d'avoir une réaction sexuelle. Et peu à peu, ça diminue et il faut quelque chose encore plus intense pour continuer. Donc il y a un phénomène de surenchère comme un joueur de casino qui miserait toujours plus. Oui, oui, c'est beaucoup, c'est un peu comme ça. Alors, il y a cette escalade de contenu, Mhm. escalade de temps dépensé avec le porno. Il y a des difficultés de concentration, surtout pour les jeunes à l'école, troubles de l'humeur, baisse de motivation, insomnie et quelque chose qui est vraiment déprimant pour les jeunes, c'est des fantasmes de porno continuels. Ils ne peuvent pas s'arrêter de penser à ce genre de choses parce que pendant cette période d'adolescence, le cerveau est très malléable et il est très, très sensible à tout genre de stimulation. C'est plus intense qu'un enfant et qu'un adulte. C'est-à-dire, c'est la période d'apprentissage accéléré parce qu'on forme, c'est la période où on forme le cerveau pour devenir adulte. Et si on dépense le temps en regardant le porno au lieu de le maths, les langues ou la musique ou le sport, Mhm. les liens neuronaux du cerveau deviennent très forts pendant cette période et on perd la chance de développer autre chose facilement. Une addiction acquise à l'adolescence est plus forte, plus prégnante que chez un adulte. Comme on dit, commencer très tôt de fumer est plus compliqué il est plus compliqué de C'est-à-dire, s'arrêter, c'est ça, oui et par non, exemple? euh, pendant la période d'adolescence, on Mm. produit plus de dopamine. C'est une neurochimie très importante. Je Mhm. vais expliquer un peu plus. Oui. Et on est plus sensible à cette neurochimie. Mm. La dopamine, euh, ça nous aide à chercher les choses qui sont importantes pour la survie, la nourriture, l'amour, la nouveauté, comment prendre des risques, euh, comment être euh, futé, avoir des compétences pour devenir un adulte euh, euh, qui réussit. Mhm. Euh, mais c'est-à-dire que euh, les choses, ça va avec le fait que le sexe, à partir de la puberté, sexe devient la chose la plus importante euh, dans la hiérarchie des récompenses naturelles. Mm. Dopamine rend, c'est, euh, on veut chercher le sexe, on veut devenir un grand amant, comment être le meilleur dans ce cadre. C'est pour cela la Oui. disponibilité Ouais. facile du porno
est un vrai risque pour les jeunes de développer des problèmes. Mais si je peux dire, souvent les jeunes ne deviennent pas accros pendant cette période, mais ça commence pendant cette période. Mhm. C'est avec les cigarettes, l'alcool, Mhm. euh, les jeux euh, vidéo, les jeux à sous, tout ce genre de choses, au cause de cette sensibilité et cette profusion de dopamine qui font les liens. Mais après, dans les années 20, euh, le cerveau devient plus relax, mais reste avec les liens qu'on a développés pendant cette période. Ah oui, donc ça s'enracine à l'adolescence. Et Oui, après, les dégâts, c'est plus difficile à réparer. Et oui, puis, effectivement, c'est la ça. sexualité à l'adolescence, c'est la préoccupation numéro un, certainement due aux hormones, et Oui, qui arrivent en masse. Et pour passer la parole à Patrick, il y a aussi un problème justement à cet âge-là de formation de l'image de la femme et de la représentation de la sexualité justement. Et ce porno donne une image complètement fausse, assez grossière, masculiniste, caricaturale, d'hyper-performance et des corps sublimés, voire un petit peu caricaturés en fait. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que, alors en plus, pour ajouter sur ce que Melui a effectivement bien résumé, Mhm. Gary Wilson, qui est donc l'auteur du livre et auquel Melui a contribué, en fait, explique que il y a d'autres effets, par exemple, et ça va jusqu'à perte de neurones, perte de matière grise. Donc, quand on est évidemment, quand on va à l'école, quand on fait des études, etc., perdre de la matière grise n'est certainement pas la meilleure chose qui puisse se produire. Et effectivement, donc ça veut dire qu'on constate non seulement des difficultés scolaires, mais évidemment, comme le disait Mary, à partir du moment où en permanence, tu penses à ça, du coup, perte de concentration, mais tu finis par avoir des problèmes psychologiques parce que tu n'as pas envie d'en parler autour de toi, Mhm. mais tu sens bien que justement ça t'envahit et que ça te détruit, mais néanmoins tu ne peux pas revenir en arrière, ou en tout cas c'est très difficile, et que donc du coup perte d'estime de soi, et je rappelle, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, hein. Donc, ça peut conduire jusque-là parce qu'en plus, ça augmente l'isolement par Mhm. rapport à la société. Parce que, comme le disait Mary, tu n'as plus envie d'entreprendre des projets, d'aller jouer au foot, d'aller sortir, etc. Parce que tu es omnubilé par autre chose. Et puis, justement, toute cette relation sociale que nous créons, que nous apprenons à créer à partir de l'adolescence, bah, en fait, elle ne se crée pas, puisque le jeune est livré à lui-même dans ce genre de situation. Et maintenant, pour répondre à ta question, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Mary, c'est-à-dire que au début, il commence par des scènes, bon, on va dire presque classiques, et puis en fait, ça devient de plus en plus trash ou hard. Et effectivement, il y a des scènes en fait que qui montrent notamment la femme dans des circonstances qui ne peuvent pas, enfin qui peuvent évidemment pas enfin, comment dire, mettre en valeur en fait, ça devient de la chair fraîche, quoi. Enfin, ça devient de la viande, tu vois. Je veux dire, il n'y a plus d'amour. Le mot amour a disparu de la pornographie, évidemment. Donc, c'est du sexe. Et puis, en plus, comme le disait Mary, effectivement, ils ont l'impression, en regardant ce genre de scène, qu'ils vont apprendre, qu'ils vont devenir meilleurs, mais c'est exactement le contraire qui se produit, notamment chez les garçons. L'abus de pornographie fait que la stimulation d'une partenaire normale, tu vois, se prendre la main, faire un bisou, etc., ça ne produit plus de stimulation.
Donc, non seulement ça dévalorise la femme, enfin, je veux dire, pas que, mais notamment la femme, mais en plus, contrairement à ce que l'on croit, et d'ailleurs ce qui est vanté de façon générale par l'industrie de la pornographie, nous en parlerons après, Mm. à savoir que en regardant la pornographie, vous serez plus équilibré, vous aurez une vie sexuelle brillante, etc., etc. Comme le disait Mary, vous serez des amants magnifiques. C'est absolument faux et c'est exactement le contraire qui se produit, comme en témoigne le livre, parce qu'en fait, Gary avait créé un site où justement il offrait la possibilité de s'exprimer à ceux qui étaient tombés dans cette addiction. Mhm. Et waouh, enfin, je veux dire, enfin, c'est terrible, hein. Quand on voit les conséquences, et il n'y a pas uniquement des jeunes, il y a aussi des couples mariés. D'ailleurs, nous y reviendrons, mais justement, l'addiction à la pornographie est une cause de divorce de plus en plus fréquente. Mhm. Je ne dis pas qu'elle devient majoritaire, mais dans les jugements de divorce, effectivement, nous constatons qu'il y a une demande de la part d'un des deux membres du couple d'arrêter le mariage à cause d'une addiction à la pornographie. Et quel genre de témoignage de détresse on peut lire sur ce site? Pour tout genre, chez les jeunes, c'est souvent des troubles de direction. Ils ne peuvent pas Mm. être excités, euh, des difficultés de créer des liens intimes, euh, la dépression euh, Mhm. totale, manque de motivation pour la vie en général. Et comme Patrick a dit, il y a cette augmentation de taux de suicide chez les jeunes, surtout quand ils ne peuvent pas être dans les relations. Ils ne savent pas comment être dans une relation. C'est alien. Euh, il y Une a un jeune homme qui aliénation. a dit, oui, 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 d'être avec une vraie femme, c'est si différent de ce qu'on a vu, visionné dans les vidéos. Il y a cet isolement social parce que quand les jeunes hommes essaient de parler avec les jeunes femmes, ils commencent à penser au porno et souvent de les attaquer. Et un des comportements le plus dangereux maintenant, c'est l'étranglement sexuel. Mm. Et, mais c'est partout dans ces vidéos. Il joue avec la respiration, c'est ça, un jeu de respiration. Oui, mais on parle de jeu d'haleine, Mhm. airplay ou breathplay, comme l'industrie pornographique Mhm. adore de dire comme c'était un jeu, c'est quelque chose de bon. En effet, la réalité médicale, c'est qu'avec l'étranglement, euh, on empêche le retour de son du cerveau. Et ça cause des tumeurs. Et on a établi que la cause la deuxième plus grave chez les femmes, la cause la deuxième plus grave de AVC AVC? Oui. chez les femmes de moins de 42 ans, c'est l'étranglement sexuel. Oui, C'est énorme. C'est un oui, fléau, en fait. c'est un fléau. Et même dans les cours criminels en Écosse, où j'étais avocate, euh, euh, actuellement, 60% des procès concernant le viol contient un aspect de étranglement sexuel. 60%. C'est énorme. Et ce C'est jeu sert à énorme. quoi? Ça sert à créer des sensations? Oui, oui. euh, L'industrie dit que ça donne une excitation sexuelle plus élevée, mais c'est impossible de dire euh, comment on peut le faire d'une façon sauf. Sécure. Euh, Sécure, merci, sécure. C'est ça le problème. Il y a beaucoup qui veulent être aventureuses, faire quelque chose un peu avancé. Et surtout le livre et les films, les 50 nuances de Grey,
avait influencé beaucoup de gens, surtout les jeunes, mais plusieurs générations, en effet, de croire que c'était un grand jeu, que c'était fun, c'était cool de faire ce genre de choses. Mais si je peux revenir à une certaine Oui. chose avant, euh, Patrick a bien dit que Gary a expliqué dans le livre, voilà, et aussi dans son site web, il a tous les recherches scientifiques importantes. Et c'était dans un prestigieux journal médical, JAMA Psychiatrie, publié en 2014, qu'on a trouvé que même chez les utilisateurs modérés de pornographie, c'est-à-dire pas addictés, mais modérés, l'usage, c'est-à-dire en nombre d'années et d'heures hebdomadaires, est corrélé avec une réduction de la matière grise, comme Patrick a dit, mais aussi à une diminution de la réactivité sexuelle. Parce que quand on regarde ces choses, le cerveau s'habitue à un certain niveau de stimulation et a besoin de quelque chose de plus intense. C'est comme les drogues il faut quelque chose de plus intense. Et avec le porno, c'est la violence, les enfants, comme je dis, c'est tout autre chose. Mais quand on est avec un partenaire, on ne réagit pas parce que la dopamine ne répond pas à ce genre de stimulation. Mm, mm. Une personne réelle, nulle. Ah Mais oui, c'est affreux pour tout le monde. C'est ça pourquoi tient pas aussi, je face à pense, la réalité, en fait. oui, mais c'est la raison pour laquelle aussi tant de femmes essayent de euh, acheter tout ce genre de chirurgie cosmétique Esthétique. Oui. esthétique Mm. pour les rendre plus belles. Mais peu importe, parce que c'est la nouveauté, c'est seulement la nouveauté que la pornographie produit que, est suffisamment stimulante pour le cerveau, pour un cerveau euh, désensibilisé. Donc en fait, oui, c'est une manne financière énorme, l'industrie pornographique, tout comme de toute façon l'industrie de l'esthétique, c'est pareil, donc ça marche ensemble, je Oui, pense. oui, oui, Et oui. bon, on pourrait inviter plutôt les gens, alors pour pas perdre en niveau de QI ou d'intelligence, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, de neurones, de plutôt réellement faire l'amour plutôt que de consommer ces films pornographiques qui sont souvent assez pauvres d'ailleurs en termes de création artistique et de scénario. Bon, ça, c'est autre chose. C'est une parenthèse que je ferme. Euh, En plus, Patrick, ça met une pression de performance énorme sur les épaules des hommes. évidemment. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas faire moins que ce qu'ils voient. Et Mm. s'ils font moins, ça veut dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc tu imagines pour un homme ce que ça peut représenter. Et du coup, il se retrouve dans une situation où il va avoir peur d'aller, de se retrouver dans un lit avec une femme, parce que non seulement, il faut savoir déjà, la plupart des films sont scénarisés. Il y a des pauses, il y a des effets qui sont ajoutés. Enfin, c'est vraiment une industrie, hein. C'est pas, même les amateurs, il y a enfin, c'est organisé. Donc Mhm. déjà, ça n'est pas naturel. Donc, un jeune homme en plus qui n'est pas habitué, enfin, qui Il a n'a peu pas de point de repère, un jeune homme qui n'a pas de point de repère et qui est fragile en plus par rapport exactement. à tout ça. C'est exactement comme tu le dis. Du Mm. coup, on va vouloir se comparer à quelque chose qui est peu réel. Donc, forcément, il ne fera pas le poids. Donc, dans ce cas-là, plutôt que de se retrouver dans une situation avec une femme dont il craindra le jugement, même si elle ne dit rien, c'est-à-dire qu'en fait, on constate un double phénomène. D'un côté, il peut pas assumer ce qu'il voit, enfin, il peut pas reproduire ce qu'il voit sur les écrans, mais en plus, il le peut d'autant moins que ça va contribuer à réduire sa capacité sexuelle. C'est-à-dire un homme qui s'adonne à la pornographie
va avoir il aura forcément des problèmes d'érection. Et parce qu'effectivement, c'est pas une question uniquement de sexe, c'est aussi une question de cerveau, comme le disait Mary. Et du coup, il va se retrouver dans une situation où faire l'amour devient un problème parce qu'il sera pas à la hauteur, tout simplement. Donc oui, Donc, c'est plus ne un pas moment d'intimité, c'est une compétition en fait. Ouais, il a en tête ce qu'il a vu, et puis en ayant vu ce qu'il a vu, c'est comme s'il se mettait des poids aux pieds. Donc forcément, il ne peut pas courir, quoi. Enfin, je veux dire, la course est perdue d'avance, avec toutes les répercussions psychologiques que cela implique. Alors en revanche, cela fait évidemment un des heureux. Ça s'appelle Big Pharma, puisque à partir du moment où un homme commence à avoir des troubles de l'érection, eh bien, il va se tourner vers certains cachets. Et donc, en fait, industrie pornographique et industrie pharmaceutique, même combat. Et en plus, s'il ne se sent pas bien, eh bien, son médecin va lui prescrire des antidépresseurs, enfin, c'est pour l'industrie pharmaceutique. La pornographie en ligne, c'est du pain béni, hein. Ça crée des clients. Et aussi longtemps qu'il s'adonne à la pornographie, aussi longtemps l'industrie pharmaceutique en profitera. Mais alors, nous terminerons l'émission, il y a du positif, hein, il y a de l'espoir, Oui. évidemment. Mhm. Et nous rappelons que l'industrie de la pornographie aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On a eu des chiffres comme, par exemple, OnlyFans a reversé plus de 2 milliards de dollars aux créateurs de contenu. Tu peux dire ce Donc, que c'est que OnlyFans? Tout le monde ne connaît pas forcément. je laisse Mary en parler. OnlyFans, c'est une plateforme, il faut être 18 ans pour devenir membre, mais ça laisse les gens euh, avoir accès à ses porn stars préférés. Et ça laisse, c'est plus de 80% de OnlyFans est pour le porno. Le reste, c'est la cuisine, les autres choses, parce qu'on peut vendre ces services autrement. Mais ça permet les individus de vendre leurs services aux membres qui veulent ce qu'ils offrent. Euh, Maintenant, il y a une chose très effrayante en ce qui concerne les jeunes filles, c'est il y a une plateforme qui s'appelle sur OnlyFans euh, qui s'appelle The Bop House. Et c'est un genre de Playboy Mansion Mhm. situé en Floride avec 8 jeunes femmes entre 19 et 24 ans qui a l'air très, très jeune, qui dans la maison il fait le maquillage, fait la cuisine et tout est à vendre. Mais ils font aussi des vidéos de porno. Ils gagnent des, 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 Millions? Milliards? des millions, mais chaque jour, des mille d'euros chaque jour. Mhm. Euh, euh, Parce qu'ils ont des milliers de membres qui les cherchent, peut-être des millions, je ne sais pas les derniers chiffres, mais ils aussi, ils font de la publicité sur TikTok qui n'est pas derrière un mur payant. C'est gratuit, bien sûr, mais ils attirent les jeunes filles de 12, 13 ans pour devenir membres du Bop House. Et ces jeunes filles comme j'ai dit, 12, 13, ont leur propre vidéo qu'ils envoient chez The Bop House pour être comme interview pour devenir des membres, des milliers, il semble. Nous avons des collègues en Australie qui ont fait beaucoup de recherches là-dessus.
mais parce qu'ils croient que c'est glamorisé, beaucoup d'argent, et aussi l'idée que c'était sécure parce qu'ils ne doivent pas faire le sexe avec euh, les gens qui... Mais c'est pas correct parce que d'autres recherches indiquent que 77% font des activités à part les vidéos de porno. C'est-à-dire d'aller avec les membres. Si les membres payent plus, ils peuvent être accompagnés, euh, de devenir compagnons de ces jeunes femmes. Mhm. Et c'est très attirant pour les jeunes, surtout des jeunes femmes qui n'ont pas beaucoup de euh, capacité à l'école ou qui sont pauvres. Ils croient que on va devenir quelqu'un comme les Kardashians, Ah oui. euh, célèbre, belle et tout ça. C'est un Et fantasme. en fait, Patrick, tout ça, OnlyFans, la pornographie, qu'elle soit chic ou trash ou pauvre, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouvel esclavage, un esclavage moderne, beaucoup plus pernicieux finalement? Ah, bah, pour les deux parties, c'est-à-dire pour ceux qui la regardent, ça ne fait aucun doute, c'est-à-dire que c'est vraiment une addiction comme la drogue. Enfin, Marie en parlait au début. Oui, bien sûr, c'est une. Ben, on sait qu'il y a des gens qui passent, qui ne, tous les jours passent un certain nombre, un certain temps, tous les jours, hein, il faut qu'ils aient leur dose de porno quotidienne. Comme un Et shoot. oui, c'est ça. Et donc, en fait, oui, c'est un véritable esclavage. Et le problème, c'est que ça n'est pas reconnu comme tel. C'est-à-dire que si par exemple un adolescent commence à avoir des problèmes, par exemple, tu vois, il veut plus aller faire du sport, il veut plus sortir, etc. Mhm. Ça peut être une addiction, la cause peut être une addiction à la pornographie. Alors, ça n'est pas la seule cause, ça n'est pas la seule explication. Ce qui peut aussi être racketté, ou, enfin, tu vois, il peut y avoir de différentes raisons. Mais la pornographie conduit à ce genre de situation. Et en fait, les médecins ne connaissent pas ce problème. Il n'est pas encore identifié. Et d'ailleurs, dans le livre de Gary et de Mary, il y a un psychiatre qui, lui, s'est retrouvé dans la situation de devenir addict à la pornographie et qui en est sorti. Il dit, mais de toute façon, dans 20 ou 30 ans, on commencera à peine à sortir des études scientifiques sérieuses sur la question. Et donc, que le problème soit reconnu, mais d'ici là, la moitié des hommes, la moitié des mâles, seront devenus incapables de satisfaire une femme et même de procréer. C'est-à-dire que enfin, tu le sais, on a constaté ces dernières années, depuis le Covid, une chute de la natalité. Donc, oui, manifestement, les vaccins Covid ont eu un effet là-dessus avec toutes ces femmes qui ont perdu leur cycle. Mais incontestablement, l'addiction à la pornographie contribue aussi à, à la baisse de la natalité parce que, en fait, quand tu arrives à 20 ans, 20 à 22 ans et que tu as passé déjà 5 6 ans de pornographie, tu n'as pas envie de te retrouver en couple. Et tu ne sais même pas d'ailleurs comment, finalement, ce que c'est, comment tu crées un couple puisque tu n'as pas généré eh bien, la stimulation que génère l'amour. Enfin, à côté, l'amour, finalement, paraît faible, hein. C'est-à-dire que ceux qui se sont habitués à la pornographie, le simple fait d'aimer paraît devenir impossible, quoi. En tout cas, problématique. Au minimum problématique, Parce oui. qu'en plus, il faut tenir compte de l'univers et de la psychologie de l'autre, ce qui n'est pas le cas quand on est passif devant un film pornographique finalement. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est l'exemple, ça devient presque l'archétype de la relation. Enfin, quand il y a 18 ans, si l'archétype de la relation, c'est ça, waouh, je, Mhm. ça Est-ce qu'on me-
Bien sûr, on peut dire que finalement, soit les spectateurs, mais même les acteurs du porno sont des esclaves sexuels du capitalisme, du grand capitalisme. Alors, bah, en tout cas, ceux qui en font leur métier, c'est leur choix. Donc, s'ils ont choisi de pratiquer ce métier, parce qu'après, on peut nous dire, ah oui, mais mieux vaut ça que la prostitution. Pourquoi pas? Enfin, moi, je n'ai pas d'avis Définitif. tranché sur est-ce qu'il vaut mieux le plus vieux métier du monde ou est-ce qu'il vaut mieux de la pornographie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la pornographie en ligne est un fléau au niveau de la société dont on ne mesure pas encore les conséquences. Oui, alors, donc ça participe du phénomène d'abrutissement des populations. Ben, entre Oui, autres, oui. Un des plus grands problèmes, c'est que l'industrie pornographique a eu un grand succès jusqu'à maintenant euh, de supprimer les informations sur les effets sanitaires de la pornographie. Mhm. Ils attaquent des éducateurs comme nous, des journalistes qui parlent des soucis, des troubles sanitaires. Ils font du lobbying chez le OMS quand ils étaient en train de faire sortir le manuel diagnostic concernant euh, la compulsibilité Oui. sexuelle. Mhm. Euh, euh, ils, ils ont ils ont quelques scientifiques avec un doctorat, mais ils ne sont pas des vrais scientifiques qui font de bonnes recherches indépendantes. C'est tout à fait dans l'intérêt de l'industrie. Mais quand ces papiers sont examinés par des vrais experts indépendants, ils sont trash. Mhm. Mais quand la plupart des journalistes regardent un communiqué de presse avec ces recherches, on croit que c'est la vérité, que c'est bon. Mais Oui, il y a des problèmes de conflit d'intérêts ou à minima de oui, oui, lien tout à d'intérêt. fait, tout à fait, tout à fait. Mais même avec, nous avons vu à peu près 18, c'est Gary, nous et quelques autres collègues, surtout aux États-Unis, ont fait des procès contre les personnes spécifiques qui nous attaquent toujours. Euh, et nous avons gagné chaque fois, mais ils ignorent l'ordre de cours de ne rien dire et il continue, c'est comme Trump, il continue de dire des bêtises, des mensonges en ce qui concerne cela. C'est comme l'industrie tabac. Quand il y avait les recherches qui indiquent un lien entre le cancer du poumon et des cigarettes. La peur la plus grande de l'industrie pornographique, c'est que des organisations séculaires, laïques, vont exposer le, 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 les dangers, les risques sanitaires de pornographie. Oui, il y a des enjeux financiers trop forts pour que vous puissiez vous exprimer librement, Oui, oui, sans être bâillonné. Je crois que dans votre livre, il y a aussi des solutions, ce qui est important. oui, très importante. alors, Euh, excuse-moi, Patrick veut prendre la parole. arriver aux solutions, je voudrais te donner quelques chiffres. Par exemple, Pornhub, un des sites les plus connus en la matière, reçoit 42 milliards de visites par an, c'est-à-dire plus que Amazon et Netflix réunis. Et 42 milliards de visites par an, ça veut dire c'est environ 115 millions de visites par jour. C'est C'est-à-dire énorme. il y a 115 millions de connexions par jour à Pornhub. Donc en fait, c'est un problème mondial parce que d'ailleurs, le livre de Gary, mais lui pourrait en parler, a eu un énorme succès, notamment en Inde, mais aussi en arabe, dans les pays musulmans, parce que c'est effectivement où là, on ne fait rien avant l'âge du mariage. Et donc, en fait, par rapport à ce que tu disais, oui, c'est un marché gigantesque
qui est en forte croissance parce que les femmes s'y mettent aussi. Et donc, je le redis, le Pornhub, c'est 42 milliards de visites par an, 115 millions de visites par jour. Donc, ça veut dire que, alors on ne peut pas affirmer que ce sont des visites uniques, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des personnes qui y vont deux fois, mais ça veut dire on peut estimer qu'il y a au moins 50 millions de gens tous les jours, qui vont, et là, il n'y a pas de week-end, hein, qui vont regarder du porno sur Pornhub. 20% il y a eu une enquête qui montrait que 20% des hommes reconnaissaient avoir regardé du porno sur leur lieu de travail. Mhm. C'est colossal. Enfin, je veux dire, c'est une. C'est Euh, pas sérieux sur le lieu de travail, messieurs. Il faut bah, travailler. oui, alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça prouve que l'addiction, parce que franchement, c'est pas, on penserait pas spécialement au lieu de travail. Eh bien, néanmoins, l'addiction, elle va jusqu'à regarder du porno sur un lieu de travail. C'est-à-dire que on peut se faire prendre, on peut, enfin, je veux dire, sur un lieu de travail, quoi. Mm. Et que toutes les conséquences, eh bien, l'addiction est tellement forte Qu'il y a qu'il cette transgression y a presque. Oui, oui, tu as employé le mot exact, qu'il y a cette transgression. Et tu dis que c'est beaucoup plus que beaucoup de plateformes finalement. Ah ben, les sites, ça c'est là-dessus, il n'y a aucun doute. Les sites pour adultes, on va dire, on va appeler ça comme ça, sont plus visités que Netflix plus Amazon et largement plus. C'est incroyable. Et tu dis aussi qu'il n'est pas nécessaire d'aller sur le dark web pour trouver des choses, Ah ben non, absolument pas. comment dire, Non, non. À une époque, oui, au tout début, on pouvait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a de la pornographie incestueuse sur les sites qui ont droit de citer, d'ailleurs qui appartiennent à des fonds d'investissement. Enfin, je veux dire, c'est un business comme un autre, enfin, de leur point de vue. il y a des Et choses illégales, on peut dire ça comme ça, absolument, bien sûr. Ben là, je laisse Marie en exposées. parler, bien sûr. Oui. Euh, il y a un grand procès pénal aux États-Unis qui était provoqué par un article journalistique de Nicholas Kristof dans le New York Times qui s'appelle The Children of Pornhub. Et c'est à cause du fait que n'importe qui pouvait prendre des vidéos des enfants sans consentement et les mis directement à Pornhub. Euh, et c'est-à-dire que Pornhub était plein de euh, vidéos illégaux. Mais quand une femme, Lila Micklethwait, a commencé à réagir et dire ça ne va pas, on a eu cet article, et puis avec cela, un procès était commencé. Et il semble, il fallait au moins euh, 15 appels à Pornhub de demander de retirer ces vidéos avant qu'ils allaient même le regarder. Ils avaient tellement si peu de gens qui font la modération, qui regardent cela, qu'il y a un taux énorme. Euh, ils n'ont pas suffisamment de gens exprès de regarder ces vidéos pour dire oui, c'est bon, c'est pas bon, il y a du consentement, etc. Et cela a nécessité que Pornhub devait retirer 10 millions de vidéos euh, parce qu'il ne pouvait pas prouver qu'il y avait du consentement avec cela. Mais c'est-à-dire que euh, c'est une très petite portion de leurs vidéos et ça continue à être disponible. Beaucoup, parce que euh, la société qui gère et qui est propriétaire de Pornhub ont des centaines d'autres plateformes. Il met les vidéos de Pornhub et les met ailleurs. Il garde les mêmes vidéos illégaux et continue. Parce que ça
provient tant d'argent euh, pour les gens addictés. Donc c'est pas perdu, comme on dirait, avec beaucoup de cynisme. Oui. Patrick, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des liens entre cette énorme industrie pornographique donc qui utilise aussi des, comment dirais-je, des situations ou des choses Oui, illégales, on va dire, avec le réseau Epstein? bien sûr. Je suis allé voir, par exemple, j'ai tapé le mot pornographie sur, tu sais, sur le site du ministère de la Justice où on peut, Mm. et il y a plus de 700 fichiers qui arrivent avec le mot pornographie. Et quand on tape child pornographie, donc pornographie enfantine, il y a plus de 500 fichiers. Et alors, je suis allé voir de quoi il s'agissait. Alors, effectivement, il est question souvent de personnes qui se transportaient de la pornographie enfantine, parce qu'il y a un mot que nous n'avons pas encore prononcé, c'est la pédocriminalité. Mm. Et en fait, nous constatons que il y a, enfin, de la pornographie à la pédocriminalité, il y a un pas qui est franchi. Enfin, c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet, mais les deux vont dans la même direction. Et d'ailleurs, nous parlions Mary parlait de l'OMS. Pour l'instant, l'OMS ne reconnaît toujours pas la pornographie comme une addiction. Et moi, je crois que ils ne la reconnaîtront pas avant un certain temps. Parce que, effectivement, nous en avons déjà parlé dans le livre que j'ai publié, coécrit avec Jackie Cassou, qui Mm. s'appelle OMS Menace pour l'humanité. Tu te souviens, il y a une vraie problématique, c'est-à-dire que et là, ce n'est pas que l'OMS, c'est également l'UNICEF, l'ONU, enfin toutes ces organisations considèrent que le droit à la sexualité apparaît dès la naissance et qu'en fait, dès l'âge de 5 ans, il faut que les enfants commencent à acquérir des compétences pratiques. C'est comme ça que c'est écrit, hein. Donc l'OMS, dans ses guidelines, enfin en anglais, dans ses recommandations, Mm. explique que les enfants doivent acquérir des compétences pratiques à partir de l'âge de 5 ans. Donc, tu sais, c'est tout ce qu'on voit, les programmes D'ailleurs, enfin, franchement, je vais être clair, quand on lit leurs recommandations, on a l'impression que ça a été écrit par des pédophiles, hein, enfin, Et clairement. je crois qu'ils sont inspirés à l'origine des travaux de Alfred Kinsey, le chercheur pédocriminel, hein. Ça, c'est Exactement. avéré en fait. C'est-à-dire que euh, en fait, un pédophile n'aura plus qu'à dire maintenant, ah mais non, mais c'est pas de la pédophilie, je lui enseigne des compétences pratiques, comme le recommande l'OMS. Donc oui, c'est une vraie problématique en fait, les organisations internationales se saisissent de la sexualité pour l'orienter dans une direction où la famille, finalement, n'a plus son mot à dire. Avant, c'était les parents qui parlaient de sexualité avec leurs enfants. Dorénavant, ça leur échappe, alors pas totalement, mais de plus en plus. Donc là, c'est aux parents de reprendre leur rôle en main, d'éducation, et c'est aux parents, par exemple, d'être assez grands pour interdire les réseaux sociaux avant 15 ans, et c'est non pas à l'État de le faire, par exemple. Ben, déjà, Louis, il y a une étude donc, qui a été faite par le gouvernement français. Et, Mhm, une majorité je me souviens plus du taux, mais une majorité d'enfants mhm. euh, euh, a un premier réseau social à partir de 8 ans. Je l'ai vu, je l'ai lu sur Vie publique, donc, donc un organisme officiel. Donc, la plupart des enfants commencent à avoir à être membre d'un réseau social à partir de 8 ans. Donc, c'est le pied mis dans l'engrenage, puisque, comme le disait Mary, sur TikTok, par exemple, il y a des contenus plus qu'explicites, sans modération, gratuits, et en fait, tu tombes dessus très facilement. Et donc, avec l'attrait de la curiosité, de la nouveauté, de découvrir quelque chose de mystérieux, etc., Bien sûr.
enfin, voilà, il y a une attraction à aller voir et après, c'est difficile de s'en remettre. Enfin, je veux dire, une fois que tu as vu ça à 8 ans, à 9 ans ou à 10 ans, d'ailleurs, ça a des conséquences dans les cours d'école, hein. Enfin, mais lui pourrait en parler. La violence sexuelle augmente dans les cours d'école et pas uniquement au lycée. Enfin, je veux dire, ça commence maintenant au collège, voire en primaire. On ne joue plus au docteur. Avant, on jouait au docteur pour découvrir un petit peu. Là, maintenant, c'est un cran largement au-dessus, hein. Alors moi, j'ai un enfant qui a 9 ans, bon, il est pas sur les réseaux sociaux, que je sache, personne dans sa classe ne l'est. Mais effectivement, ils lui ont récemment mis comment dirais-je, au centre de loisirs. Après, c'est pas toute l'année, mais là, ils ont accès à de l'informatique. C'est tout nouveau. Et je comprends pas, en fait. Je trouve que c'est relativement trop tôt. Il va passer déjà sa vie sur les écrans. Et je me dis, est-ce qu'on peut pas leur épargner ça? Et justement, ça peut permettre aussi d'avoir une porte d'entrée en moins vers le porno à, je sais pas, à 12 13 ans. Ouais, bien sûr, c'est évident. C'est, et c'est là où, par rapport à ta question, oui, les parents ont un devoir de vigilance. Mm. Et nous le disions tout à l'heure, effectivement, si un enfant commence à être manifester une forme de tristesse, de désintérêt pour des choses qu'il aimait auparavant, la pornographie peut être une cause. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas la seule. Il peut être racketté ou il peut vivre une situation compliquée. Mm. Mais le pornographie, oui, peut être une des causes. Donc c'est vrai que si, à partir du moment où des parents constatent que leur enfant va moins bien, ça peut être intéressant, enfin, d'aller chercher aussi de ce côté-là. Alors, ça n'est pas toujours facile hein, d'en discuter, Mm. mais est-ce que mon enfant n'est pas en train de voir des scènes que je ne voudrais surtout pas qu'il voit? Parce qu'en plus, s'il tombe sur des scènes avec de la violence incestueuse Mm. qui touche des enfants, qu'est-ce que ça va produire en lui C'est destructeur, j'imagine, facilement. Ah ben, mais lui pourrait en parler, mais oui, bien sûr, c'est destructeur. Enfin, C'est-à-dire que tu as une représentation du monde qui n'est pas jolie, hein, pour reprendre une Il n'y a plus expression. de repères, en fait. Il n'y a plus de père ni de repères, comme on dit. Si, ce sont ces repères-là qui se mettent à la place de. D'ailleurs, mais lui a une jolie formule qui dit que, en fait, si vous n'éduquez pas vos enfants, c'est l'industrie pornographique qui va les éduquer. Mhm. J'ai une question pour Mary. Parce que je suis concernée, est-ce que les jeux vidéo sont une porte d'entrée vers le porno? Oui, oui, parce qu'il y a pas mal de porno dans les jeux aussi. Et une activité typique chez les jeunes, surtout les jeunes hommes, c'est de faire une demi-heure de porno et puis une demi-heure changée, une demi-heure de jeux de vidéo et puis de porno pendant des heures, des heures, des heures, surtout le week-end. C'est un Euh, défouloir, c'est-à-dire sexe plus violence égale défouloir. oui, oui, oui. Mais il y a de l'espoir parce Mhm. que maintenant, il y a, euh, euh, nous avons par exemple des pages sur notre site web qui donnent des instructions, de l'aide aux parents. Comme, qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment parler avec vos enfants? Mhm. Parce que ce qu'on dit à un garçon de 8 ans est différent d'un 12, 14, 16 ans. C'est une gamme et il faut rester ouverte et de parler continuellement. Mais d'abord, c'est tout à fait nécessaire pour les parents de s'éduquer. Qu'est-ce que c'est l'environnement où nos enfants naviguent leur vie maintenant? Qu'est-ce que c'est l'environnement culturel? Je crois que les ravages, le livre indique ce qui se passe et aussi comment ça a des implications pour le cerveau adolescent. Ça, Oui, c'est moi. très utile. Ça va décoller. Eh ben, on vous laisse vivre le moment en direct. 10 secondes, voilà.
Très bien. Alors ça, c'est pas un jeu vidéo, a priori. Ça Ça, c'est va pour décoller. aider. Mais quand les parents comprennent ce que c'est le cerveau adolescent, et il faut dire que euh, Gary était un professeur de sciences très doué. Il était capable d'exprimer les choses techniques et difficiles d'une façon très accessible. Euh, C'est-à-dire que le livre est pour tout le monde. C'est Il a été pas... un vulgarisateur talentueux. Oui, 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 Ah très oui, parce doué. qu'en fait, là, la problématique des parents aujourd'hui, c'est de faire un bras de fer avec ce qui se passe à l'école dans notre dos. Finalement, c'est comme un bras de fer avec la puissante pression du groupe social, finalement, chez des enfants qui sont évidemment, comme on l'a tous été, très influençables, en fait. Oui, oui. Et c'est nécessaire pour le gouvernement de faire quelque chose. Je suis contente que Macron a décidé de interdire, si ça va développer, euh, les réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans. Euh, cela a été fait en Australie. Et j'ai parlé avec un collègue en Australie la semaine dernière. Il a dit c'est trop facile à dire si ça va bien ou pas. Mais quand nous étions dans les lycées en donnant des conférences aux jeunes au sujet de la pornographie, et nous avons fait aussi des détox numériques, c'est-à-dire essayer de ne pas utiliser le portable pendant 24 heures et il y avait toute une procédure, écrire les émotions, faire un petit journal. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire autrement quand on veut normalement écouter la musique ou quelle heure il est, etc. Euh, pour leur donner euh, l'expérience de savoir comment on est accro, de savoir comment peut faire autrement. Seulement 24 heures, c'était déjà très puissante pour eux qui voulaient le faire. Et ce n'était pas tout le monde qui voulait le faire. Mais dans les réponses à cette expérimentation, beaucoup ont dit, nous voulons des limites, que nos parents, les professeurs nous donnent des limites. Sinon, nos copains vont envoyer des vidéos à 1 heure du matin à nous demander de regarder les choses qu'on ne veut pas regarder. Mais s'il y a quelqu'un à l'extérieur qui nous dise c'est interdit, ce sera bien pour nous. Ils veulent des limites. Alors Patrick, je te Oui. passe le bébé. Est-ce que c'est pas plutôt aux parents plutôt qu'à l'État de fixer ses limites? Parce que finalement, bon, les intentions de Emmanuel Macron, on ne sait pas si elles sont vraiment totalement saines, puisque on connaît maintenant son mode de gouvernance. Je me permets de dire ça, Patrick. Déjà, on verra si c'est réellement mis en application parce qu'il y a déjà eu la loi Marcangeli en 2023 qui Mhm. voulait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou moins de 16 ans, je ne me souviens plus. Parle un peu plus fort, s'il te plaît, Patrick, je te remercie. Ah. C'est Donc, gentil. voilà, donc effectivement, il y a déjà eu des tentatives, mais la Commission européenne, par exemple, est souveraine en la matière. C'est la Commission européenne qui dit quel est l'âge finalement à partir duquel on peut interdire les mineurs d'accès aux réseaux sociaux. Donc, on va voir comment la loi va être mise en œuvre. C'est-à-dire que donc eux pensent qu'elle sera opérationnelle à partir de la rentrée 2027. Donc Mhm. on est encore loin du compte, hein. Nous ne sommes qu'au début de 2026, donc c'est dans plus 1 an et demi à peu près. Donc ça veut dire que ça pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, il y a eu en Corée du Sud, il y a eu, je pense, de mémoire, c'était en 2011, ils ont ce qui s'appelle la loi Cendrillon. Ils avaient interdit l'accès aux jeux en ligne de minuit à 6 heures du matin.
Mhm. Et en fait, ils l'ont retiré, Mhm. quoi, parce que Oui. ça posait un problème de droit des mineurs. Ah, C'est-à-dire que pourquoi tu vois, en tant que mineur, pourquoi toi, État, tu m'interdis d'aller de minuit à 6 heures d'aller jouer en ligne? Et finalement, cette loi a été retirée. d'accord. Mais en Chine également, en fonction de ton âge, on n'a pas on ne peut pas jouer plus de 40 minutes aux jeux vidéo. Parce qu'effectivement, le gouvernement chinois a constaté les conséquences. Alors on peut dire oui, c'est un régime, enfin tout ce qu'on entend sur la Chine habituellement. N'empêche que oui, les parents ont un rôle essentiel, sauf qu'ils ne sont pas toujours informés des conséquences ne serait-ce que de la pornographie. C'est Mhm. pour ça qu'effectivement, il m'a paru essentiel et indispensable de publier le livre de Gary et de Marie, de Mary. Parce que pour déjà, et donc encore une fois, merci pour ton invitation, parce que ça permet d'alerter les parents qui n'imaginaient pas jusqu'où ça peut aller et donc ils doivent absolument, comme le disait Mary, fixer des limites parce qu'au bout d'un moment, s'ils laissent faire, ça aura des conséquences et qu'il sera difficile de, Réparé. ouais, de réparer, oui. Mary, je te laisse remontrer le livre. Je vais vous laisser conclure tous les deux, hein, à votre manière. Vous avez carte blanche, liberté, quartier libre. Les ravages du porno sur le cerveau. Voilà notre précieux cerveau qui n'est pas de l'intelligence artificielle et qu'on peut développer. Voilà, il y a de l'espoir. Et Oui. oui, parce que en fait, dans le livre, il y a un certain nombre de témoignages d'hommes et de femmes d'ailleurs, disant que, alors ça n'est pas si simple que ça, mais quand ils ont réussi à vaincre leur addiction, ils ont retrouvé leur vie. C'est-à-dire, et c'est vraiment c'est quelque chose qui revient, et pas uniquement leur vie sexuelle. Et ce qui est étonnant, enfin, ce qui peut paraître étonnant, c'est que même par exemple des couples mariés, voilà, monsieur, était allé du côté de la pornographie. Quand il a réussi à en sortir, tout d'un coup, il redevient amoureux de sa femme Ils retrouvent une vie sentimentale, spirituelle, etc. et une vie sexuelle aussi, Épanouissante cette fois. à tous les niveaux, Je vais laisser le mot de la fin à Mary, bien qui en sûr. parle très bien aussi. Merci à tous les deux. Mary? La chose la plus importante est de savoir comment fonctionne notre cerveau, surtout le lien entre le système limbique émotionnel et la partie du cerveau euh, euh, rationnelle. Et avec une addiction ou même quand on a, surtout à la pornographie, le lien est brisé, c'est pas développé. Mais quand on se rend compte de ce qui euh, se passe avec ces jeux, ces comportements d'Internet et qu'on peut reprendre le contrôle, on peut développer le maîtrise de soi, on peut s'épanouir et on peut lâcher les cigarettes, l'alcool et toutes les autres choses qui peuvent nous diminuer. Et c'est la chose la plus importante. Et c'est un vrai don de ce livre de l'exprimer et pour être utile pour tout le monde à tout âge. Bon, eh bien, faites-vous confiance et soyez créatifs. Je dirais ça pour conclure. Et merci à tous les deux pour vos lumières précieuses. Merci, Merci. Fanny. Merci.